338 du livre. Donc, page 338 du livre. Je vais vous l'afficher. Bon, je suis content. La connexion, ça a l'air d'aller. Donc, normalement, vous devriez voir la page 338 du livre. Donc, il faut la grossir. Donc, Oui, vous faites monsieur. un zoom. Oui, on la voit. Donc, vous faites un zoom. Tout le monde la voit bien. Oui. Voilà. Alors, j'avais prévu, alors comme exercice, par exemple, on pourrait faire, par exemple, le numéro 21. Le numéro 21, c'est un exercice avec une étoile, donc théoriquement un petit peu plus technique, sur l'acide butanoïque. Donc, on va le grossir tout de suite et on va aller voir ce numéro 21. Alors là, le mieux, ce serait, parce que comme j'ai pas trop de tableaux et je suis pas trop au fait de toutes ces technologies, je vais donc essayer de parler assez lentement pour que vous puissiez prendre des notes. Hein. Donc, on nous demande de donner la formule à la première question. Donc, on a l'acide butanoïque de formule RCO2H. Et on nous demande de donner la formule à base conjuguée de cet acide. Donc, un acide, c'est une espèce chimique capable de libérer un proton. C'est ce qu'on vous dit cette année. L'année prochaine, on dira que c'est une espèce chimique capable de libérer un ion H+, mais c'est la même chose. Donc, c'est une espèce chimique capable de libérer un proton. Donc, je vois que H+ va partir, donc il va rester RCO2-. Donc, la formule à base conjuguée, on va donc noter RCO2-. Donc, la première question, petit a, RCO2-. Ensuite, on nous dit, on prépare une solution d'acide butanoïque de concentration apportée 2,010-3 mol par litre. On nous dit que le pH de cette solution est de 3,7. Est-ce que l'acide butanoïque, il est fort ou il est faible? Alors, s'il est fort, il respecte une relation qu'on a vue dans le cours, pH égale moins log de la concentration de H3O+, ça c'est la formule générale du pH. Donc, vous notez au petit b, pH égale moins log de la concentration de H3O+, pH égale moins log de la concentration de H3O+, égale moins log de C, égale moins log de C, égale moins log de C, virgule, si l'acide est fort. Si l'acide est fort. Si l'acide est fort. Si l'acide est fort. Donc, on va faire le calcul. On va donc faire moins log, donc moins log de 2,10-3. Et on obtient un pH de 2,7. Donc, vous notez pH égale 2,7. pH égale 2,7. Or, on mesure pH égale 3,7. Or, on mesure pH égale 3,7. Or, on mesure pH égale 3,7. Donc, l'acide est faible. Donc, l'acide est faible. Donc, l'acide est faible. Dernière question, la question petit c. On nous demande d'écrire l'équation de la réaction de l'acide butanoïque avec l'eau. Alors, comme on a dit que l'acide est faible, la réaction elle est limitée. Elle conduit à un équilibre. Il faut à tout prix mettre une double flèche dans l'équation chimique. Donc, on va écrire RCO2H, RCO2H, plus H2O, plus H2O. Alors, on va mettre RCO2H à queue, hein, si vous voulez mettre état physique, à queue, plus H2O liquide, double flèche. Donc, on a vu tout à l'heure que la base conjuguée, c'était RCO2-, donc on va noter RCO2-, plus H3O+, plus H3O+, plus
H3O+. Alors, pour chaque exercice que l'on va réaliser, je vais vous poser la question, donc évidemment, si vous avez compris, et si vous n'avez pas compris, vous intervenez. Hein. Vous ne mettez pas en bloc, parce que sinon, j'aurai l'impression de parler. On a compris. Voilà, ce que vous... Voilà, merci Louise, merci Guillaume d'avoir répondu, merci Mathias, merci Luna, très bien. Super. On arrive maintenant au numéro 22. On va faire par exemple le numéro 22. Première question, à 25 degrés Celsius, on nous demande quel est le pH de l'eau pure. Alors ça, vous le savez, c'est 7,0. Donc à la question 1A, donc le numéro 22, à la question 1A, on va donc noter 7,0. À la question 1B, on nous demande que peut-on déduire des mesures de pH de ces solutions. Alors là, sur cette question très ouverte, on peut répondre un peu, il y a plein de choses à répondre. On peut par exemple écrire que l'eau distillée de laboratoire laissée à l'air libre et le Perrier sont des solutions acides. On peut aussi dire que l'eau du robinet et l'Évian sont des solutions basiques. Voilà, par exemple, ce qu'on peut dire sur ce type de question, que peut-on déduire des mesures de pH de ces solutions? Et il n'y en a aucune qui sont neutres au sens chimique du terme, qui ont donc un pH égal à 7,0. Donc, ce qu'on peut par exemple écrire à la question 1b, donc l'eau distillée et le Perrier sont des solutions acides, l'Évian et l'eau du robinet sont des solutions basiques. Alors, on nous dit que le dioxyde de carbone, CO2 en solution, se comporte comme un acide lors de sa dissolution dans l'eau. Il se lie dans un premier temps avec une molécule d'eau. D'accord? Donc, ça va, la base conjuguée de l'espèce CO2,H2O ainsi obtenue est l'ion hydrogénocarbonate. Donc, en fait, lorsque le dioxyde de carbone gazeux se dissout dans l'eau, il se forme en fait donc une espèce qu'on appelait avant H2CO3 et qu'on appelle maintenant CO2,H2O. Autrement dit, c'est CO2 qui s'entoure de molécules d'eau. Ce serait un peu équivalent à CO2 aqueux. Mais en fait, CO2 aqueux, ça ne s'écrit pas. On écrit CO2,H2O. Voilà, parce qu'en fait, c'est le nom, en fait, c'est la nouvelle écriture de l'acide carbonique qu'on appelait avant HCO3. Bon, maintenant, on écrit CO2,H2O. Donc ça, c'est l'acide. Et on nous dit que ça forme l'ion hydrogénocarbonate, HCO3-. Je passe à la page suivante. Donc, il faut que je partage la page suivante. Donc, à la page suivante, on nous demande d'écrire la réaction du dioxyde de carbone avec l'eau. Donc, on part du dioxyde de carbone en fait dissous, de CO2,H2O. Donc, voilà, je vous partage la page suivante. Donc, écrire l'équation de la réaction du dioxyde de carbone avec l'eau. Donc, on va écrire CO2,H2O plus H2O. Donc, ça va me donner la base conjuguée. On a dit donc que c'était HCO3- plus H2O. Alors, la question quand même qu'on peut se poser, est-ce que c'est une réaction qui va être totale ou limitée? Est-ce que le dioxyde de carbone, c'est un acide fort? Ben non, on sait bien que ce n'est pas un acide fort. Heureusement pour nous, parce que lorsqu'on boit une boisson gazeuse, il y a quand même pas mal de dioxyde de carbone dissous dans l'eau. C'est un acide faible, le dioxyde de carbone. Donc, on va noter une double flèche. Et donc, on va noter HCO3-, plus, il reste quelque chose à écrire. Comme il y a un moins, c'est forcément un plus. Donc, il y a H3O+. Donc, l'équation qu'il faut écrire, c'est CO2,H2O plus H2O, double flèche, HCO3- plus H3O+. Alors, on nous demande ensuite à la question petit b, d'expliquer alors pourquoi le pH des solutions d'eau distillée du laboratoire et de l'eau de Perrier sont acides. Alors, ces solutions, elles sont acides, tout simplement parce que l'air, vous le savez, dans l'air, il y a du dioxyde de carbone.
Et ce dioxyde de carbone, tout doucement, si vous laissez votre eau distillée un long moment dans votre laboratoire, il y a du dioxyde de carbone qui finit par se dissoudre dans votre eau distillée laissée à l'air libre, et ça va donc acidifier votre eau distillée. Donc, c'est pourquoi ici, le pH de l'eau distillée, ici, va être inférieur à 7 et la solution va devenir basique. D'accord? Donc, ça explique pour l'eau distillée, c'est simplement le dioxyde de carbone de l'air. Donc, on va noter, pour l'eau distillée, le dioxyde de carbone de l'air se dissout dans l'eau, ce qui fait diminuer le pH, on obtient une solution acide. Alors maintenant, pour l'eau de Perrier, c'est autre chose. Donc, on va noter les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses sont obtenues en dissolvant dans l'eau du dioxyde de carbone. Les boissons gazeuses sont donc acides. Bon, maintenant, je vous propose peut-être de réviser des choses sur les pH, pK, tout ça. Donc, on va aller page 358. Page 358. Voilà. Alors, je vous repose la question sur le chat. Est-ce que vous avez compris? Ah, super, j'ai déjà plein de réponses avant même que j'ai le temps d'écrire. Alors, on va par exemple faire le numéro 13, tiens, celui qui vient d'apparaître. Là, nous avons un petit tableau. Et il va falloir classer les couples acide faible, base faible sur une échelle de pKa. Alors, tout d'abord, on va remplir la colonne acide. Vous voyez, les deux premières cases sont vierges. On va donc les compléter. Donc, je vous laisse le soin sur votre feuille. Vous allez faire une colonne en mettant acide, une colonne en mettant base conjuguée, une colonne en mettant Ka et une dernière colonne en mettant pK. Il n'y a pas besoin de faire un joli tableau, hein, vous les faites à main levée. Hein. Donc, acide, base conjuguée, K et pK. Acide, base conjuguée, K et pK. Voilà. Et donc, on va maintenant compléter les 4 lignes. Alors, on nous parle de C2H5CO2-. Donc, ça, c'est l'ion propanoate. Donc, C2H5CO2H. Donc, l'acide, c'est l'acide propanoïque. Donc, c'est l'acide propanoïque de formule C2H5COH. Donc, vous mettez à la première ligne qu'il faut compléter C2H5COH, CO2H, on peut aussi écrire CO2H pour l'acide. C2H5CO2H pour l'acide. Donc, la base conjuguée devient C2H5CO2-. Au niveau du Ka, pour l'instant c'est vierge, mais on nous donne le pKa à 4,9. Alors il y a une relation qu'il faut connaître, surtout si vous continuez la physique l'année prochaine. C'est donc le pKa, c'est égal à moins log de K. En fait, le préfixe P, ça veut dire moins log.
Donc, si par exemple, un jour, on vous parle, alors pH, donc moins log de la concentration de H3O+, POH, qui se trouve dans l'enseignement supérieur, on va vous dire que c'est moins log de la concentration de HO-, et donc pK, en toute logique, moins log de K, puisque P, ça veut dire moins log. Donc, il suffit d'écrire le Ka, ben, c'est 10 puissance moins 4. On prend sur sa calculatrice 10 puissance moins 4,9, parce qu'on ne peut pas laisser comme sous cette forme-là. Donc, 10 puissance moins 4,9. Et on obtient 1,26, 10 moins 5. Donc, on va dire 1,3, puisque visiblement l'exercice laisse deux chiffres significatifs. Donc, ça va donner 1,3, 10 moins 5. Donc, ça veut dire que la première ligne, il faut avoir écrit C2H5CO2H, l'acide, la base conjuguée qui est donnée C2H5CO2-. Le K vaut 1,3 10 moins 5, et donc le pK vaudra 4,9. Alors maintenant, on passe au deuxième. Ici, donc, on nous parle de C6H5NH2. Donc ça, c'est une amine primaire. Donc C6H5NH2. Donc, l'ion, là, je vais avoir un cation, qui est un acide. Donc, c'est C6H5NH3+, puisque je rajoute en fait H+, à la base conjuguée, puisque la base conjuguée, ici, c'est l'espèce chimique qui est capable de capter un proton, de capter l'ion hydrogène. Donc, on écrit pour l'acide C6H5NH3+. C6H5NH3+. Donc, on nous donne la valeur du Ka, qui vaut 2,5 10 puissance moins 5. Donc, il suffit de faire log, enfin, moins log de 2,5 10 moins 5. Et vous obtenez 4,6. Donc, ça veut dire que pour l'amine, son pK est à 4,6. On passe à la troisième ligne. L'ion ammonium, NH4+, la base conjuguée, je perds un proton, donc ça va donner NH3. Donc on va avoir NH3. Pour le K, eh ben, on va faire ici, donc, pour le K, donc 10 puissance moins 9,2. Donc le K, le pK, c'est égal à moins log de K. Alors, quand je ne vais pas assez expliquer ça. Le pK, c'est égal à moins log de K. Et donc, vous pouvez dire que le K, ça, je n'ai pas assez insisté là-dessus, c'est égal à 10 à la puissance moins pK. Parce que je rappelle que la fonction 10 puissance, c'est la fonction réciproque du log. Donc, pour avoir le K, vous faites 10 puissance moins pK. Donc, je vais faire à la première question. Donc, à la première question, j'avais peut-être été un peu rapide. Je ne sais plus trop ce que j'ai dit. Donc, il fallait faire 10 puissance moins 4,9. C'est ce qu'on avait normalement dû faire. Donc, je le vérifie. 10 puissance moins 4,9. Et on avait obtenu, oui, c'est ça, 1,3 10 moins 5. Et donc, à la troisième ligne, il suffit de faire 10 puissance moins 9,2. Et vous obtenez 6,3 10 moins 10. Donc 6,3 10 moins 10 pour le cas du couple NH4 plus NH3. 6,3 10 moins 10. Et donc ça vous donne un pKa à 9,2. Donc on est bien d'accord, pK égale moins log de K, ou K égale 10 puissance moins pK. Dernière ligne, on aborde là un acide carboxylique avec un atome de carbone qui s'appelle l'acide méthanoïque. On va donc obtenir comme base conjuguée l'ion méthanoate de formule HCO2-. On nous dit que le K vaut 1,6 10 puissance moins 4. Donc je fais moins log du K pour avoir le pK. Donc je vais faire moins log de 1,6 10 puissance moins 4. Et vous obtenez 3,8. 3,8.
Voilà, j'espère que vous avez compris, que je ne me suis pas trop embrouillé. C'est pas facile parce que comme j'écris pas grand-chose et j'ai l'habitude de mon tableau. Mais enfin bon, j'espère que vous avez compris. Alors, maintenant, on nous demande de classer la force, en fait, des acides, ici. Donc, on nous demande de classer, oui, une question, Vous pouvez Luna? Oui, vous pouvez répéter la dernière ligne, s'il vous plaît, du tableau? Alors, la dernière ligne, il faut écrire HCO2H pour l'acide, HCO2- pour la base conjuguée. Ouais. Le K est à 1,6 10-4. Oui. Donc ça, c'est écrit sur le livre. Et le pK sera à 3,8. Ok, C'est bon? merci. Oui, Le merci. pK à 3,8. Donc maintenant, pour classer les acides, alors moi, ce que je vous donne comme conseil, plus le pK est faible, le pK, souvenez-vous, pK, pH. Donc plus le pH est faible, plus c'est acide. Donc plus le pK est faible, plus l'acide est fort. D'accord? Donc plus le pK est faible, plus l'acide est fort. Comme la relation, c'est pK égale moins log de K, si le pK avance dans un sens, le Ka avance dans l'autre sens, puisqu'il y a un signe moins. Donc, je vous ai dit, le pK, plus il est faible et proche de 0, plus c'est fort. Donc, plus le K est élevé, plus c'est fort. Ça marche dans l'autre sens. Bilan des courses. Ici, il me semble qu'on a obtenu, donc à la dernière ligne, on a obtenu 3,8 pour l'acide méthanoïque, 3,8. Pour l'ion ammonium, on a obtenu, donc on avait obtenu 9,2 de pK. Juste au-dessus, pour l'amine, elle était à 4,6, j'ai noté. Et ensuite 4,9. Je vais quand même vérifier que l'amine est bien à 4,6, que j'ai bien noté. Donc, log 2,5 10-5. Oui, c'est ça. Donc, l'acide le plus fort, c'est le dernier. Donc, on va classer par ordre ici décroissant de la force des acides. Donc, je commence par l'acide le plus fort. Donc, par ordre décroissant de la force de l'acide, on a. Donc, vous notez par ordre décroissant de la force de l'acide, on a HCO2H. Ça, c'est le plus acide. HCO2H. Le deuxième, c'est C6H5, C6H5 NH2, NH3+, C6H5 NH3+, ça c'est le deuxième. Le troisième, c'est C2H5CO2H, C2H5CO2H. Et le quatrième, c'est NH4+. Le quatrième, c'est NH4+. Voilà. Donc, je vous repose la question. Donc, il n'y a pas de souci, Adrien. L'essentiel, c'est que vous arriviez… Ah, vous n'avez pas accès à vos mails. D'accord. OK. Alors, Adrien qui vient d'arriver, donc on va essayer de se voir. Ah, vous avez appris ce matin pour le DM. Oui, bah, ça fait déjà une semaine. Hein. Bah, il faut essayer de me le rendre. Je n'aurai pas le corriger. Je n'aurai pas le corriger tout de suite du DM. Hein. Je vous laisse une chance, Adrien. Donc, vous essayez de me rendre quelque chose pour, on va dire, avant le cours de mercredi. Donc, mercredi, je vous enverrai par mail le 14e et dernier chapitre, celui consacré au numérique, et je vous donnerai donc les corrigés. Donc, vous essayez d'ici là de me rendre quelque chose, parce que comme je l'ai dit, d'accord, Laurent, pas de souci, je vois. Donc, Laurent, bah, pareil, vous essayez à tout prix de me rendre quelque chose, parce que ce sera important pour votre appréciation du troisième trimestre. Hein. Voilà. Donc, je reprends maintenant ici. Donc, tout le monde a compris l'exercice sur l'échelle des pK. Tiens, on va faire le 14 au hasard, puis après on fera des questions un peu plus dures. Si vous avez un exercice que vous souhaitez faire, hein, vous pouvez prendre n'importe quel exercice du livre aussi. Hein. Je ne suis pas obligé, moi, d'imposer un exercice, sauf que
j'ai pas pu numériser tout le livre, donc je n'ai que quelques pages du livre. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose certains exercices. Donc on nous demande, on nous parle de l'acide nitreux, qui n'est pas l'acide nitrique. L'acide nitrique, vous le connaissez, c'est un acide fort. Là, on nous parle de l'acide nitreux, de formule HNO2. De formule HNO2. On nous dit que c'est un acide faible. Donc acide faible, je recommence, la réaction sur l'eau va être limitée. Donc HNO2 va perdre un proton, va perdre un H+. Donc ça va forcément noter NO2-. Alors vous connaissez certainement l'ion NO3-, c'est l'ion nitrate. NO2-, c'est un ion toxique, c'est l'ion nitrite. On en parle souvent dans les jambons, les nitrites. On les soupçonne d'être cancérogènes. Donc NO2-, c'est l'ion nitrite. Donc on nous dit, on nous dit d'écrire l'équation. Alors là maintenant, vous commencez à avoir compris le truc. Donc on va libérer un proton. Donc on va dire que HNO2 plus H2O. Donc on est bien d'accord, je fais le numéro 14, page 358. Donc HNO2 plus H2O donne NO2- plus H3O+. Donne NO2- plus H3O+. Alors on nous dit ensuite, on introduit de l'acide nitreux dans une solution. On nous dit, vous mesurez HNO2 à 1,9, la concentration de HNO2 à 1,9 10-4 mol par litre, et la concentration de H3O+, à 3,1 10-4 mol par litre. Alors, déjà, quelle est la définition du Ka? Alors, le Ka, c'est un rapport. Je mets au numérateur la concentration de la base fois la concentration de H3O+. Donc, j'écris K égale une barre de fraction. Au numérateur, j'écris donc NO2- fois H3O+, en concentration évidemment, donc entre crochets, divisé par HNO2, en concentration. Donc tout ça entre crochets. Voilà. Et l'énoncé me donne 2 des 3 concentrations. J'ai HNO2, donc le dénominateur, et j'ai H3O+. Et la question, je n'ai pas NO2-. Sauf que quand je vois que quand j'ai écrit l'équation, on a dit que HNO2 plus H2O donnait de manière limitée, donc double flèche, NO2- plus H3O+. Donc ça veut dire qu'il se forme autant de H3O+, que de NO2-. Donc en toute logique, la concentration de H3O+, c'est la concentration de NO2-. Donc, je vais pouvoir écrire ici. Donc vous dites, vous écrivez donc la concentration de NO2- égale concentration de H3O+, car lors de la dissolution de HNO2, il se forme autant de NO2- que de H3O+. Voilà, alors une fois que vous avez compris que la concentration de NO2- c'était la concentration de H3O+, le calcul devient assez trivial. Vous allez donc écrire que le K, c'est 3,1 10-4 au carré, divisé par 1,9 10-4. On va faire l'opération. 3,1 10 puissance moins 4 au carré, divisé par 1,9 10-4. Vous obtenez un K qui est égal à 5, alors ici nous n'avons que 2 chiffres significatifs, on est donc obligé d'écrire 5,1 fois 10 puissance moins 4 mol, non, excusez-moi, il n'y a pas d'unité, 5,1 10 puissance moins 4. Expression, donc valeur du K, 5,1 10-4. Donc je rappelle l'opération qu'il faut poser,
Le K, c'est 3,1 10-4 au carré, divisé par 1,9 10-4. Et vous obtenez 5,1 10-4. Le PK est égal à moins log de K. Je rappelle, formule à connaître, P veut dire moins log, donc PK égale moins log de K, et je rappelle, fonction réciproque, que le K, c'est 10 puissance moins PK. Donc si vous faites moins log de 5,1 10-4, je vais vous dire combien ça fait, vous obtenez 3,3. Le PK de l'acide nitreux, du couple acide nitreux ion nitrite, c'est donc 3,1. Et là, on a répondu à la question petit c. Donc, alors je vous propose peut-être de faire des exercices un petit peu plus techniques. On va faire, tiens, un exercice sympa, on va faire le 22. Le 22, page 359. Oui, mais on vous entend, monsieur. J'espère que vous m'entendez parce que comme on n'a pas les caméras. Oui, donc c'est parfait. Donc tout le monde m'a bien compris. Donc on va faire le numéro 22, page 359. Je vais projeter cet exercice. Je rappelle que si vous souhaitez faire un exercice du livre, celui que vous voulez, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Plutôt en lien avec ce qu'on traite aujourd'hui, mais réfléchissez pour la prochaine fois à des exercices qu'on pourrait faire ensemble. Il n'y a pas de raison de se limiter aux exercices que je choisis moi. Vous pouvez être aussi acteur de la séance. Voilà. Donc, alors, voilà, normalement, devrait s'afficher donc l'exercice suivant. Donc, je vous propose l'acide citrique. On nous dit que l'acide citrique, donc l'acide du citron, du jus de citron, on nous dit que c'est un triacide. Alors, on va le noter H3A. Et là, ça nous rappelle un TP qu'on a eu le temps de faire, le TP sur le bleu de bromothymol. D'accord? Où là, on avait un peu, je dirais, on n'avait que deux courbes. Et les deux courbes, je rappelle, se croisaient à 50%. Et on avait dit que le point d'intersection des deux courbes, alors la première courbe, celle qui se trouve à 100% vers 0, c'est l'acide, et celle qui se trouve à 100, correspond à la proportion d'acide, donc pourcentage d'acide, et celle qui se trouve à 100% du côté de pH égale 14, c'est forcément le pourcentage de la base. Donc on a un monoacide avec une monobase, on n'a que deux courbes qui se coupent. Ici, on a un point dont l'abscisse donne le pK, et l'ordonnée, c'est évidemment 50%. Alors, on nous demande d'identifier les couples acido-basiques issus de l'acide citrique. Alors, comme c'est un triacide, on peut se douter qu'il y a trois couples. Alors, le premier couple, on part de l'écriture H3A. Donc, le premier couple, c'est H3A, H2, A-. Donc, H3A, H2A-. Le deuxième couple, c'est H2A-, HA2-. Le troisième couple sera HA2-, A3-. Donc, je répète, premier couple H3A, H2A-. Deuxième couple H2A- HA2-. Troisième couple HA2-, A3-. Donc, on a écrit ici, on a donné les trois couples acido-basiques, on dit aussi acide-base, de l'acide citrique. Alors, identifier chaque couple. Ah, la question, identifier chaque couple. Ça doit être identifier chaque couple sur la courbe. Je pense que c'est ce que veut dire l'énoncé. C'est quoi le deuxième couple, Mathias? Alors, je répète. Premier couple, H3, H3A, H2A-.
Ça, c'est le premier couple. Le deuxième couple, je repars donc de H2A- et je vais écrire HA2-. Donc H2A-, HA2-. Troisième couple, HA2-, A3-. Voilà, merci Mathias. Donc, écrire, donc ça, identifier. Alors maintenant, il faut mettre les couples, évidemment, ici, sur le graphique. Alors, on a une courbe rouge, une courbe verte, une courbe violette et une courbe bleue. Donc, la courbe rouge correspond au couple acide-base dont l'acide est le plus fort. Donc, ça correspond forcément à H3A, H2A-. Donc, vous notez courbe rouge, donc c'est H3A, H2A-. H3A, H2A-. Deuxième couple, vous avez, donc c'est la courbe verte, ici, attendez, je vous dis des bêtises. Non, c'est pas ça. Identifier, je me suis trompé, excusez-moi, j'ai mal vu. Donc, ce n'est pas les couples qu'on nous demande, c'est les courbes. Il faut attribuer une courbe à une espèce chimique. J'avais mal lu la question. Identifier chaque courbe, mais c'est en fait, il faut attribuer une courbe à une espèce chimique. Donc, la courbe rouge, c'est l'acide le plus fort, c'est donc H3A. Donc, vous mettez courbe rouge, vous retirez, ce n'est pas un couple, c'est une espèce chimique qu'on demande, c'est H3A. Là, je n'ai pas été clair, excusez-moi. Donc, la courbe rouge, c'est H3A. H3A pour la courbe rouge. La courbe verte, ben, c'est la deuxième forme acide possible. Donc, ça ne peut être que H2A-. H2A-, qui est l'acide du couple H2A-, HA2-. Donc, c'est H2A-. La courbe violette, c'est la troisième espèce chimique. Donc, c'est HA2-. HA2-. Bon, alors là, je suis en train de vous perdre. Mathias, vous me demandez, c'est quoi le second couple? Le second couple, ah ben non, mais c'est bon. Vous m'avez déjà répondu, c'est bon. Excusez-moi, je suis un peu perdu dans les chats. Donc, la courbe violette, c'est HA2-, donc la troisième forme acide, HA2-, qui est l'acide du couple HA2-, A3-. Et la quatrième courbe, la courbe bleue, ça correspond à A3-. Donc, la forme basique, la forme la plus basique. Donc, je répète, la courbe rouge, vous notez, c'est l'espèce chimique H3A. La courbe verte représente la proportion de l'espèce chimique H2A-. La courbe violette représente la proportion de l'espèce chimique HA2-. Et la courbe bleue représente la proportion de l'espèce chimique A3-. Donc, je répète une quatrième fois pour être sûr que vous avez bien compris. H3A, c'est la courbe rouge. H2A-, c'est la courbe verte. HA2-, c'est la courbe violette. Et A3-, c'est la courbe bleue. Alors ensuite, on nous demande de rappeler l'expression du pH en fonction du pK et des concentrations de l'acide et de la base. Alors ça, c'est une formule qu'il faut savoir établir, mais qu'il faut aussi connaître par cœur. Donc, c'est pH égale pKa plus le log de la concentration de la forme basique. La concentration de la forme basique, alors par exemple, vous pouvez noter A-, sur la concentration de la forme acide, que vous pouvez noter HA. Monsieur, oui. mais la formule pH égale moins log de C, où c'est la concentration de l'acide ajouté, elle marche que si C est supérieur à 10 moins 6 mol, non? Alors, la formule pH égale moins log de C ne marche qu'en fait que pour les solutions diluées. Donc, il faut que votre concentration, c'est ce qu'on vous dira à l'enseignement supérieur, avec un acide fort. Oui, ça c'est la formule acide fort. pH égale moins log de C, ça veut dire que C, c'est la concentration de votre acide fort, et ça ne marche que pour les acides forts, et on vous dira dans l'enseignement supérieur que cette formule n'est vraie que pour les solutions diluées, mais ça on ne le dit pas au lycée. Donc dans le cas des solutions diluées, la formule pH égale moins log de C fonctionne.
Après, lorsque la concentration devient encore plus forte, on utilise en fait ce qu'on appelle l'activité, mais ce n'est pas votre programme. Donc, vous retenez pH égale moins log de C. C'est la formule qu'il faut savoir pour les pH de solutions d'acide fort. Autrement dit, si en terminale, on vous demande simplement est-ce que l'acide est fort ou faible. Donc, si vous faites moins log de C et que vous obtenez le pH, ça veut dire que votre acide est fort. Si vous faites moins log de C et que vous n'obtenez pas le pH que vous mesurez, ça veut dire que votre acide est faible. Est-ce que j'ai été clair? Oui, merci. Oui, alors maintenant, donc je reviens ici sur le petit c. Le petit c, donc il faut noter donc l'expression du pH. pH égale pK plus log de la base, donc on a dit qu'on l'appelait A-, sur l'acide qu'on peut appeler HA. Et cette relation-là n'est vraie que pour les acides faibles. On est bien d'accord. Sinon, c'est une autre relation, c'est pH égale moins log de C. Ça, c'est la relation pour les acides faibles. Alors maintenant, on nous demande, petite idée, pour quel pH les concentrations en acide et en base sont-elles égales? Vous voyez d'après la relation précédente que pour qu'il y ait ici A-, concentration de A- qui soit égale à concentration de HA, il faut forcément que le pH soit égal au pK. Donc vous notez à la question petit d, si pH égale pK, alors concentration de A-, donc A- entre crochets, alors A- entre crochets égale HA entre crochets. Alors, A- entre crochets égale HA entre crochets. Voilà, j'arrive maintenant à la question petit e. On nous demande en déduire les pK et Ka relatifs aux trois couples. Alors, on va voir, premier couple, c'est lorsque on va lire ce pK, lorsque la courbe rouge, donc de la forme, H3A coupe la courbe verte qui donne H2A-. Donc, quand ça se coupe à 50%, je lis à peu près, on voit que ça fait 3. D'accord? Donc, ça veut dire que le premier pK, le pK du couple H3A, H2A-, ici, ce premier pK, qu'on peut appeler pK1 par exemple, parce qu'il faut bien lui donner un nom, pK1 vaut 3. Donc, le K1, vous faites 1,0 10-3, puisque c'est 10 puissance moins pK. Donc, ça vous donne le K1 égale moins 10 puissance moins pK1 égale 1, 10-3. Donc, je répète, lorsqu'on voit que la courbe rouge coupe la courbe verte, à peu près à une proportion de 50%, c'est-à-dire qu'il y a autant de H3A que de H2A-, vous avez forcément accès au pK. Donc, vous lisez l'abscisse du point d'intersection, vous obtenez 3, et donc vous dites que le pK1, ça vaut 3,0. N'oublions pas le virgule 0, parce que là, on a quand même la précision du virgule 0, 3,0. Donc, le K1, c'est 10 puissance moins pK1. Le K1, c'est 10 puissance moins pK1. Et donc, on va noter 1,0, 10 puissance moins 3. 1,0, 10 puissance moins 3. Donc, 10 puissance moins pK1. Donc, 1,0, 10 puissance moins 3. On va faire la deuxième valeur. Alors, la deuxième valeur, on voit que la courbe verte coupe la courbe violette. Donc, je vais avoir le point d'intersection qui vaut à peu près, il est entre 4 et 5, un peu plus proche de 5. On va dire à vue de nez 4,8, 4,7. Le document n'est pas forcément, je regarde sur le livre. Oui, on est à peu près à 4,7. Donc, on va se dire à peu près à 4,7. Donc, le pK2, donc 4,7. Donc, le K2, vous allez donc écrire c'est 10 puissance moins pK2. Et donc, vous faites 10 puissance moins 4,2. Ça vous donne, je prends la calculatrice, donc 10 puissance moins 4,2, ça vous donne 6,3. Donc, le pK2 est à 6,3.
Alors, j'entends Sophie, vous me posez aucune question, mais ce n'est pas la courbe de l'acide et la courbe de la base qu'on prend. Si, c'est exactement ce que je suis en train de faire. On a dit que la courbe rouge, Sophie, la courbe rouge, ça représente la proportion de H3A. La courbe verte représente la proportion de H2A-. Quand les deux courbes se coupent, ça veut dire que j'ai 50% de H3A et 50% de H2A-. Donc, je suis au pKa du couple H3A, H2A-. D'accord? Lorsque la courbe rouge coupe la courbe verte, on est, voilà, très bien, vous avez compris, on est en proportion identique 50% de la base et de l'acide, mais du couple H3A, H2A-. Tout à l'heure, je vous ai dit que H2A-, c'était un acide. C'est l'acide du couple H2A-, HA2-. Mais H2A-, c'est aussi la base du couple H2A, du couple H3A, H2A-. Autrement dit, H2A-, c'est en même temps une base et un acide. C'est ce qu'on appelle en chimie un ampholyte ou une espèce chimique amphotère. Donc, voilà. Bon, j'insiste pas trop là-dessus parce que ce n'est pas des notions qui sont forcément au programme. Donc, on a compris que le premier pKa valait à peu près 3. Le deuxième pKa valait à peu près 4,2, 4,8, 4,7 ou 4,8. Alors, je me suis trompé dans la valeur. J'ai mis 4,2 sur ma calculatrice, mais c'est 4,7. Donc, je fais moins 4,7 et vous obtenez, c'est 2,0. Donc, vous obtenez 2,0 10 puissance moins 5. Oui, vous avez raison, Mathias. 4,7, ça fait 2,0 10 moins 5. Donc, merci Mathias. Donc, la deuxième valeur, le Ka2, vaut 10 puissance moins pKa2, donc 10 puissance moins 4,7. Et donc, ça donne 2,0 10 puissance moins 5. On va faire le troisième. Alors, le troisième, on lit à peu près, bon, évidemment, entre 6 et 7. On est à peu près à mi-chemin entre le 6 et le 7, mais un peu plus proche du 6. On peut quand même l'évaluer assez bien à 6,4. Donc, le troisième pK, le pKa3, on peut dire que c'est 6,4. Donc, le Ka3, c'est 10 puissance moins pKa3. Donc, 10 puissance moins 6,4. Et on va faire le calcul tout de suite. Donc, 10 puissance moins 6,4. Et vous obtenez 4,0 10 puissance moins 7. 4,0 10 puissance moins 7. Bon, j'espère que vous avez compris. Je pense qu'on a bien révisé les pH, les pK. On a bien révisé donc les notions d'acide fort, acide faible. On va essayer de voir maintenant des petits exercices sur les dosages et les titrages. Alors, on va faire des exercices un petit peu plus compliqués. On va passer page 478. On va passer page 478. Ici, et on va par exemple faire un premier exercice. Ici, on va faire le numéro 16 et le numéro 17. On va d'abord faire le 16. Alors, j'insiste sur le fait que si vous souhaitez faire un exercice, n'hésitez pas à me le dire. Donc, 478. Voilà. Oui, c'est page 478. Donc, je vous projette le document. On va faire le 15 est du même genre que celui qu'on va faire dans le numéro 17. Ici. Alors, pourquoi il est devenu bleu? Voilà. Alors, donc nous allons faire, on a dit le numéro 16. Alors, on nous parle de l'éthylamine. L'éthylamine, donc une amine primaire. Ici, on nous dit que vous avez une solution
de 20 millilitres à la concentration CS qu'il va falloir déterminer. Et on dose, c'est une base, donc on va prendre de l'acide chlorhydrique, un acide fort, pour pouvoir réaliser le dosage. Je rappelle donc que pour le dosage par titrage, vous allez toujours avoir une réaction totale. La réaction doit être totale, limitée et unique pour pouvoir réaliser le titrage. Alors, on nous demande de réaliser un schéma annoté du montage de titrage. Alors, si on se revoit au mois de juin, j'ai l'espoir à ce moment-là de vous montrer un ou deux titrages pour que vous puissiez quand même voir un peu en réel. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir dans le montage de titrage? Alors, tout d'abord, comme on va utiliser une sonde pH métrique, on va utiliser forcément un bécher. Parce qu'un Erlenmeyer, le col serait trop étroit, on ne pourrait pas. Donc, on va utiliser un bécher. Donc, dans le bécher, vous allez introduire les 20 millilitres que vous avez prélevés à l'aide d'une pipette jaugée. On introduit donc les 20 millilitres d'éthylamine. On met un barreau aimanté. On pose son bécher sur un agitateur magnétique. Au-dessus du bécher, je vais trouver une burette. Dans la burette, je vais mettre l'acide chlorhydrique. Autrement dit, le schéma annoté que vous avez là, vous pouvez vous contenter, vous, de mettre voir cours. Parce que j'ai dû le rappeler, le schéma, dans la fiche cours. J'ai forcément rappelé le schéma dans la fiche cours. Donc, je répète, vous avez votre bécher. Au-dessus du bécher, vous avez une burette. Et dans la burette, vous avez... Ah, je vois ici qu'on me pose peut-être des questions. J'ai perdu de vue le chat. Donc, non, c'est bon. On me dit... Voilà. Oui, c'est bon. Donc, il n'y a rien de particulier. Donc, dans la burette, vous avez mis votre acide chlorhydrique. Et maintenant, comme c'est un dosage pH métrique, il faut à tout prix mettre la sonde du pH mètre. Donc, dans votre solution titrée, donc dans la solution du bécher, vous mettez votre pH mètre. Vous mettez pas le pH mètre, vous mettez la sonde du pH mètre, qui est évidemment reliée un peu plus loin au pH mètre. Donc là, vous avez votre montage global. Vous mettez bien les légendes, burette, bécher, ainsi de suite, support ou potence. Et vous avez, je rappelle, le schéma qui est donné dans la fiche cours. Bon, je pense que vous voyez à peu près le montage. Alors, on nous demande d'écrire l'équation de la réaction support du titrage. Je vous ai dit, la réaction est totale. Donc, si la réaction est totale, vous allez donc pouvoir écrire que l'éthylamine, ici, de formule C2H5NH2, va réagir avec... Alors, qu'est-ce qui donne l'acidité à l'acide chlorhydrique? Est-ce que c'est plutôt les ions oxonium H3O+, ou plutôt les ions chlorure Cl-? C'est évidemment les ions oxonium. Donc, c'est H3O+. Donc, je vais écrire plus H3O+. Donc, j'écris C2H5NH2 plus H3O+. Je précise l'état physique, tout ça, c'est aqueux. Une flèche simple, parce que cette fois-ci, la réaction est totale. Surtout pas d'équilibre. Une flèche simple. Et vous écrivez, ça va donner l'ion, ici, c'est l'ion éthylammonium, de formule C2H5NH3+, plus H2O. Donc, je répète, ça va donner C2H5NH3+, plus H2O. Voilà. Alors maintenant, on nous demande de déterminer graphiquement le volume équivalent à l'équivalence. Donc, le volume versé, VE, versé à l'équivalence. Donc, c'est le volume équivalent. Donc, il y a deux méthodes en dosage pH métrique. Soit vous tracez la courbe pH en fonction du volume, et vous voyez qu'il y a un saut de pH, c'est ce qu'on a sous les yeux. À ce moment-là, on applique la méthode des tangentes. Mais si vous avez un système informatique, je répète que vous pouvez faire la dérivée de cette courbe-là. Et clairement, lorsque vous avez le saut de pH, vous allez avoir soit un pic, soit un creux dans la dérivée qui va varier brusquement, puisqu'elle est quasi nulle avant et quasi nulle après l'équivalence. Mais au moment de l'équivalence, au moment du saut, la dérivée étant égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe, je vois que cette tangente devient quasi verticale, et donc forcément, vous avez une forte évolution de cette dérivée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de la dérivée. J'essaierai de vous faire un exercice, j'espère que dans le livre, il y en a un, avec la méthode de la dérivée, qu'il faut également connaître.
Bon, là, on ne peut pas appliquer la méthode de la dérivée qui se trouve dans le cours. Hein. Je l'ai décrite dans le cours. Donc, vous allez prendre la méthode des tangentes. Donc, la méthode des tangentes, alors vous n'allez pas le faire sur votre livre, hein, je vous raconte. Je vais tracer une tangente avant l'équivalence. Moi, je conseille toujours de tracer les tangentes avec un angle de 45 degrés. Il ne faut pas qu'elle soit trop pentue. Donc, une tangente avant l'équivalence. Vous faites ensuite, après l'équivalence, une tangente parallèle à la première tangente. Et vous tracez ensuite la droite parallèle aux deux tangentes équidistantes de ces dernières. C'est-à-dire droite qui est au milieu des deux tangentes. Et cette droite, elle coupe votre courbe ici en un point qui va nous donner le pH à l'équivalence, ici en ordonnée, et en abscisse VE. Alors, si je regarde très attentivement ici, on voit de toute façon, sans même faire la construction, que le volume équivalent, il est à 8. 8 piles. Il est à 8,0. Donc, je vois que le volume équivalent, ici, vous l'avez à 8,0 millilitres. C'est votre volume équivalent, 8,0 millilitres. Alors, définir l'équivalence de ce titrage. Alors ça, c'est à savoir. Hein. Donc, à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, vous avez noté à la question C, vous avez noté VE égale 8,0 millilitres. Et à la question D, à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. L'équivalence et les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Alors maintenant, on nous demande de déterminer la concentration de CS. Alors comme vous avez rappelé la définition, les proportions stoichiométriques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut que nous avons deux réactifs, ce qui s'appelle C2H5NH2 et H3O+. Donc, vous allez écrire la quantité de matière N C2H5NH2 sur le coefficient stoichiométrique, qui est ici égal à 1. Alors, méfiez-vous, parce qu'en enseignement supérieur, les coefficients 1, 1 du lycée, voilà, ça va s'estomper de plus en plus. Hein. Donc, C2H5NH2 en quantité de matière sur 1. Donc, N C2H5NH2 sur 1. Comme c'est l'espèce chimique que l'on dose, moi, j'aime bien écrire à doser. Comme ça, on voit ce que l'on fait. C'est ce qui est dans le bécher. Égale le nombre de moles de H3O+, versé, puisque ça provient de votre burette. Donc, c'est le nombre de moles de H3O+, versé sur 1. Donc, je répète, la quantité de matière, donc N C2H5NH2 à doser sur 1, égale N H3O+ versé sur 1. Alors évidemment, les sur 1 servent à rien ici. Divisé par 1, ça n'apporte rien, mais ça permet de montrer les proportions stoichiométriques. Ensuite, je passe en concentration. Je rappelle, ce sont des espèces chimiques dissoutes. La quantité de matière s'obtient en appliquant la formule N égale CV. Donc pour l'amine, qu'est-ce que ça donne? Ben, j'ai la concentration CS que je veux, fois VS, puisque j'en ai mis 20 millilitres, égale, pour l'acide H3O+, je vois que j'ai la concentration C et j'en ai versé VE. Vous voyez, le fait d'avoir écrit versé au-dessus, on sait que je mets VE à ce niveau-là. Donc j'écris CS fois VS égale CE-VE. Ça ne sert à rien maintenant de mettre sur 1. On l'a éliminé. Donc moi, ce que je veux, c'est CS. Donc je vois que CS est égal à CE-VE, CE-VE, divisé par VS. J'ai plus qu'à faire le calcul. Donc je répète, CS égale CVE divisé par VS. Donc on a obtenu, via les proportions stoichiométriques, que CS fois VS égale C fois VE. Donc CS égale CVE sur VS. Donc, votre C vaut 1,010-1, autrement dit 0,10, fois VE qui vaut, alors là, ça ne sert à rien de convertir en litres puisque je vais mettre que des millilitres. Donc, VE, on a dit que ça fait 8 millilitres. Et je divise par 20,0 millilitres. Donc, je mets l'opération 1,10-1 fois 8 divisé par 20. Je fais le calcul. Donc, 0,1 fois 8
divisé par 20. Et ça me donne 0,040 mol, c'est-à-dire 4,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Ce sont des mols par litre, hein, c'est une concentration. Donc 4,010 moins 2 mol par litre. Donc CS égale CVE sur VS égale 1,010 moins 1 fois 8 divisé par 20 égale 4,010 moins 2 mol par litre. Voilà, on a trouvé la concentration CS. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit le chat, soit vous intervenez avec votre micro. Alors ensuite, quel indicateur coloré on peut prendre pour réaliser ce dosage? Alors la question F, on nous demande pourquoi on ne peut pas prendre le jaune d'alizarine. Alors le jaune d'alizarine, il a une zone de virage compris entre 10,2 et 12,1. Alors, le problème, c'est que nous, notre saut de pH, grosso modo, la zone de virage, elle doit comprendre soit une partie du saut de pH, soit encore mieux le pH à l'équivalence. Or, je vois clairement que, grosso modo, hein, pour faire simple, le saut de pH est à peu près entre pH égale 3 et pH égale 8. À peu près, entre 3 et 8. Et encore, c'est même pas ça. On pourrait même plutôt dire entre 4 et 7,5. C'est plutôt entre 4 et 7,5. Et je vois ici que le jaune d'alizarine, sa zone de virage, est entre 10,2 et 12,1. Autrement dit, le saut de pH, ici, n'est pas compris dans la zone de virage du jaune d'alizarine. Donc, cet indicateur coloré-là ne peut pas du tout convenir. Donc, on va noter, donc, le saut de pH n'est pas compris dans la zone de virage, le saut de pH n'est pas compris dans la zone de virage du jaune d'alizarine. Dans la zone de virage du jaune d'alizarine. Donc je répète, le saut de pH n'est pas compris dans la zone de virage du jaune d'alizarine. Cet indicateur est inadapté. On ne peut pas du tout l'utiliser. Cet indicateur est inadapté. Alors maintenant, quel est le meilleur indicateur? C'est celui dont la zone de virage contient le PHE. Alors, que vaut le PHE? Alors, avec notre méthode des tangentes, imaginons qu'on l'ait fait, on va se dire, ça vaut à peu près, moi je vous dirais, entre 6 et 7. Là, non, en dessous 6, 5,5. On voit clairement dans les graduations, alors c'est pas facile à lire, puisque vous avez 4 et 8, au milieu vous avez 6, et moi je mettrai le milieu encore un peu en dessous, je mets à 5, 5,5. Bon, alors on va noter PHE environ égal à 5,5 parce qu'il faudrait faire la construction. PHE environ égal à 5,5. PHE environ égal à 5,5. PHE environ égal à 5,5. La zone de virage du rouge de chlorophénol, c'est le premier. La zone de virage du rouge de chlorophénol. La zone de virage du rouge de chlorophénol contient PHE. Vous avez noté PHE égale 5,5 environ. Hein. La zone de virage du rouge de chlorophénol contient le pH à équivalence, donc contient PHE. Donc, cet indicateur coloré convient parfaitement, c'est le meilleur. Donc, cet indicateur coloré convient parfaitement. Donc, si vous avez le choix, c'est évidemment celui qu'il faut prendre. Donc, cet indicateur coloré convient parfaitement. Donc, on a complètement exclu le jaune d'alizarine. On dit que le rouge de chlorophénol, c'est le meilleur. Aurait-on pu prendre la phénophtaléine? Eh bien non, parce qu'entre 8,2
et 9,9, là aussi, je ne suis pas du tout dans la zone du saut de pH, donc ça ne va pas coller. Donc on ne pouvait pas non plus prendre la phénophtaline. Le seul qui vraiment convient ici, c'est le rouge de chlorophénol. Voilà, donc je vous repose la question. Voilà, et maintenant, alors ça c'était un dosage pH métrique. On va essayer maintenant de faire un dosage conductimétrique. Voilà, merci de répondre. C'est bien. Vraiment, j'insiste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Alors, on va doser, qu'est-ce que l'on dose ici? On va doser ici. Alors, on dose avec du nitrate d'argent. Ici, de l'eau minérale. Voilà. Alors, le nitrate d'argent, ça réagit avec les ions, en règle générale, Cl- dans tous les exercices. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on essaye de doser les ions Cl-. Donc, vous avez ici un titrage conductimétrique. Alors, pour trouver, vous avez compris que dans les titrages, l'idée, dans les dosages par titrage, il fallait trouver le volume équivalent. Le volume équivalent, ce n'est pas, ça ne correspond pas au volume du point, ici, le plus bas, du point d'ordonnée minimale. Ce n'est pas ça. Le volume équivalent, c'est l'abscisse du point d'intersection des deux, ici, segments de droite que vous pouvez tracer. Donc, vous avez deux segments de droite. Ici, vous avez deux segments de droite. Ici, je vous les montre. J'espère que ça va apparaître. En voici un. Et en voici un autre. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est le point d'intersection. C'est-à-dire, c'est ça. Voilà, j'ai mal dessiné là. Bon, c'est pas grave. J'ai essayé de le reprendre. Donc, c'est le point d'intersection. Bon, vous avez compris que c'était le point d'intersection. Donc, ce point d'intersection, déjà, bon, je vois que le volume équivalent sera compris entre 11 et 12. Plus proche du 11 que du 12, on va le mettre à peu près à 11,4. Là aussi, le document, ouais, on peut le mettre à peu près à 11,4. 11,4 millilitres. D'accord? Donc, on nous dit en déduire, ici, lors du titrage, vous avez Ag+, plus Cl- donne AgCl. En déduire la relation entre la quantité de matière d'ion chlorure que vous avez donc dosé et la quantité d'ion argent que vous avez versé. Alors, je vérifie quand même, parce qu'ils mettent I, que ici, il n'y a pas eu de dilution particulière. Non, il n'y a pas eu de dilution particulière. On a mis 20 millilitres de cette eau. D'accord, on a mis 20 millilitres de l'eau. Donc, alors, les 200 millilitres, vous constatez que dans le protocole, il est écrit, ici, je vais changer de couleur, on va le mettre en rouge, dans le protocole, ici, il est écrit qu'on avait 20 ml d'eau et on ajoute 200 ml d'eau distillée. Alors, pourquoi on rajoute autant d'eau distillée? Ce n'est pas pour diluer, c'est pour considérer que le titrage se fait à volume constant. C'est important pour un dosage conductimétrique, ça je dis ça pour ceux qui en feront l'année prochaine, parce qu'il faut à tout prix avoir des portions de droite. Si vous ne respectez pas cette condition, vous aurez des paraboles. Et ce sera beaucoup plus dur pour vous de modéliser votre parabole. Donc, vous avez intérêt, toujours pareil, à linéariser les relations et donc à avoir des portions de droite. Donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'eau. Parce que je rappelle que dans la loi de Colroche, c'est la conductivité, c'est égal à la somme des conductivités molaires ioniques lambda fois les concentrations. C'est égal à la somme des lambda I concentration de xi. Mais la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Et vous, il vous faut qu'un seul paramètre qui évolue. Donc, il vous faut que la quantité de matière évolue lors du titrage, pas le volume. Donc, c'est pour ça que vous mettez un grand volume d'eau. Mais quoi qu'il arrive, vous avez, vous, dosé 20 millilitres de votre eau. D'accord? Donc, il n'y a pas eu de, on va dire, de préparation de votre solution avant. Donc, on va considérer donc ici que c'est bien ce que j'ai dit. Donc, la quantité de matière initiale d'ion chlorure, c'est ce que vous dosez ici. Donc, ce qu'on peut écrire, donc vous allez arriver à la première question et vous allez écrire à l'équivalence, les réactifs sont introduits
dans les proportions stoichiométriques. On dit aussi sont mélangés, hein, c'est pareil. Donc, à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc N Cl- A dosé. Alors moi j'écris toujours A dosé, hein, l'énoncé dit I, mais moi je préfère vous faire écrire A dosé pour que vous compreniez bien le principe. Donc N Cl- A dosé divisé par 1 et N Ag+ versé, puisqu'on l'a mis dans la burette, le nitrate d'argent, divisé par 1. Donc N Cl- A dosé divisé par 1 égale N Ag+ versé divisé par 1. Voilà. On passe à la page 479. Donc je vais la charger. Page 479. Voilà, pour avoir la suite, on nous demande à quel état du système le point d'intersection des deux segments de droite correspond-il? Donc ça, on a dit que l'état du système, bah, c'était l'équivalence. Donc le point d'intersection correspond à l'équivalence. Le point d'intersection correspond à l'équivalence. Le point d'intersection correspond à l'équivalence. Donc, l'abscisse de ce point, donne VE, le volume équivalent. Donc l'abscisse de ce point donne VE. Donc l'abscisse de ce point donne VE. On obtient VE égale 11, on avait dit 11,4, hein, à peu près. On obtient VE égale 11,4 millilitres. On obtient VE égale 11,4 millilitres. VE égale 11,4 millilitres. Alors maintenant, on nous demande de trouver la concentration des ions chlorure. Donc ce que je vais dire, bah, toujours pareil, Cl- et Ag+ sont des espèces chimiques dissoutes, donc N égale Cv. Donc j'obtiens N Cl- A dosé, on a écrit N Cl- A dosé égale N Ag+ versé, c'est ce qu'on a écrit avant. J'oublie le sur 1, ça n'apporte rien ici, juste à montrer les proportions stoichiométriques, je le rappelle. Et donc je vais écrire que la concentration CS fois le volume des ions chlorure. Le volume des ions chlorure, l'énoncé l'appelle VS. Il nous a dit 20 millilitres. Égale la concentration de la solution de nitrate d'argent, c'est VE. Ben, c'est la même type de relation qu'on a obtenue avant. Et donc j'obtiens CS égale CVE divisé par VS. CS égale CVE divisé par VS. Donc, il n'y a plus qu'à faire le calcul. La concentration C, on dit que c'est du 20 millimoles par litre. Alors, je peux laisser en millimoles par litre, ce n'est pas gênant. À ce moment-là, j'aurai un résultat en millimoles par litre. Donc, on peut écrire 20 fois, j'en ai pris 20,0 millilitres. Donc, je diviserai par 20,0 millilitres et je multiplie par 11,4. Donc, le calcul qu'il faut poser, c'est 20 fois 11,4 divisé par 20. Alors, c'est facile. Ça donnera donc 11,4. 20 fois 11,4 divisé par 20, ça donne 11,4, mais attention, ce sont des millimoles par litre. Puisqu'on n'a pas converti 20, il faut laisser donc l'unité du 20 du millimole par litre, donc on obtient 20 millimoles par litre. On obtient 11,4 millimoles par litre, excusez-moi. 11,4 millimoles par litre. A-t-on cette précision-là? Non, puisque je vois que pour le nitrate d'argent, c'est 20 piles. Enfin, c'est 20, mais on ne sait pas si c'est virgule 0. Donc, on peut simplement noter 11. Donc, je répète tout le calcul. CS égale CVE divisé par VS égale 20 fois 11,4 divisé par 20,0. Et j'obtiens 11 puisque je n'ai que deux chiffres significatifs. Mais je rappelle sur la calculatrice tous les chiffres. Hein. Donc, on a fait la question C. On arrive à la question D. Calculer la concentration massique. Alors, la concentration massique, je le dis surtout pour ceux qui vont continuer la chimie, il y a deux manières de l'écrire. Soit on écrit CM.
Normalement, c'est plutôt comme ça qu'on l'écrit. CM. Soit vous avez une autre écriture, c'est le titre. Le titre d'une solution, c'est ce qu'on appelle sa concentration massique. Ça aussi, ça se trouve des fois dans l'enseignement supérieur. Des fois, vous avez des chercheurs qui parlent en titre. Le titre, c'est la concentration massique, c'est des milligrammes par litre ou des grammes par litre. Donc, vous avez 11 millimoles par litre. On a dit, il va falloir passer en concentration massique. Et la formule est toute simple. CM égale CM. Mais attention, les M ne s'écrivent pas pareil. C indice M, donc concentration massique, égale concentration molaire, qu'on appelle C, fois la masse molaire, grand M. Donc CM égale CM, c'est un moyen mémotechnique, mais c'est concentration massique égale concentration molaire fois la masse molaire. Formule à connaître. Donc ici, on nous donne évidemment la masse molaire des ions chlorure, 35,5 grammes par mol. On peut laisser en millimoles par litre et on aura le résultat à ce moment-là en milligrammes par litre. Donc vous pouvez écrire que CM égale C fois grand M égale, alors CMS, parce qu'ici c'est la solution S, égale CS fois grand M. Donc CMS égale CS fois grand M. CMS égale CS fois grand M égale, donc on a dit que ça faisait 11 fois 35,5, mais attention, c'est 11,4 donc on avait trouvé. Donc je laisse sur ma calculatrice 11,4, je multiplie par 35,5 et vous obtenez, avec deux chiffres significatifs, 4,0 fois 10 puissance 2 milligrammes par litre. Autrement dit, vous êtes aux alentours de 400 milligrammes par litre. Vous êtes aux alentours de 400 milligrammes par litre. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vais vous poser la question. Donc, vous avez 11 millimoles par litre de concentration molaire. Vous multipliez par 35,5. Ça vous donne à peu près dans les 400 milligrammes par litre. Bon, il nous reste 2 minutes. Bon, je pense qu'on a bien bossé. On ne va pas faire un exercice en 2 minutes, sinon on va exploser le temps. Mais je pense que la prochaine fois, on ira jusqu'à 15h30. Sinon, je voulais vous poser la question, le mercredi matin, est-ce que vous avez cours avec Madame Dallène ? En fait, on a cours à 10h. À 10h. On a cours, monsieur. Oui, mais on a cours. Oui, mais c'est bien ce qui me semble. Elle vous prend de 10h à midi à peu près. Oui, voilà. Non, 11h. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, mais je vois pas, je vais pas vous demander parce que ça va faire tôt le matin, tout avant et puis vous avez besoin. Moi, je pense qu'on va rester sur ce créneau-là du lundi après-midi qui me paraît bien. Donc, la semaine prochaine, donc, a priori, je vais vous renvoyer un mail. Hein. De toute façon, je vous renvoie un mail demain soir, donc avec le corrigé du DM et la fiche cours du chapitre 14. Donc, a priori, la semaine prochaine, je vous ai dit, lundi matin, on a une vidéoconférence donc au niveau de l'établissement pour voir un peu comment on va gérer la fin de l'année. Je ne sais pas à l'heure où ça va terminer, mais bon, a priori, je vais vous dire 13h45. Donc, on commencera à 13h45 et on s'arrêtera à, on va s'accorder un quart d'heure de plus parce que je pense que c'est jouable, 15h30. Comme ça, on aura 1h03. Ce sera pas mal. Monsieur, vous pensez qu'on quelqu'un qui siffle ? Pardon ? Vous pensez qu'on reprendra Alors, est-ce qu'on reprendra les cours ? Est-ce qu'on reprendra les cours? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, écoutez, je n'en sais rien. Je vous le dis franchement, j'en sais rien. Si on prendra les cours, ce qui est sûr, d'après ce que j'ai compris et les éléments qu'on a aujourd'hui, 4 mai. Peut-être que dans 10 jours, on nous dira autre chose. Hein. D'après ce qu'on a au 4 mai, on ne reprendrait pas avant début juin. Quoi qu'il arrive, on ne prend pas avant début juin. Alors après, vous regardez le calendrier comme moi, entre le début juin et la fin juin, il y aura à peu près 4 semaines. Est-ce qu'on prendra les cours? Franchement, j'en sais rien. Moi, je vous le dis, hein, je préfère être honnête avec vous. Et c'est pourquoi moi, je vous donne des DM, parce que comme je n'ai pas fait de DST avant de partir, je n'ai pas de notes en fait de DST. Je vous donne des DM et ces DM vont me servir de base pour mettre votre appréciation.
Parce que comme je l'ai dit au départ, vous allez avoir un jury qui va se réunir et qui va regarder vos livrets, et les appréciations du 3e trimestre vont être importantes. Il ne faut surtout pas se démobiliser, parce que voilà, il faut que vous ayez fait votre année complète. Vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. C'est pour ça que je suis un peu inquiet pour Rudy. Il risque d'avoir une mauvaise surprise. Si jamais il ne fait rien du tout au 3e trimestre, le jury peut considérer qu'il n'a pas fait son année. Après, chacun prend ses responsabilités. Moi, je vous donne des DM, et vous faites bien les DM, vous assistez bien au cours. A priori, quelqu'un a des nouvelles de Rudy? l'appréciation parce que je vous ayez votre bac. Voilà un peu dans l'état d'esprit dans lequel je suis. Maintenant, vous dire si on va reprendre au mois de juin, vous avez compris que dans l'éducation nationale, comme dans de nombreux ministères, on est dans le flou le plus total. Donc, ce qui va se faire la semaine prochaine, j'en sais rien. Voilà. Donc, si on reprend, par contre, si on reprend au mois de juin, si on a 4 semaines, en 4 semaines, je peux faire au moins un DST. Alors, mon idée à ce moment-là, c'est si on fait un DST, la semaine précédant le DST, évidemment, on révise le programme du DST. Je ne vais pas vous faire un DST sur quelque chose que vous n'avez pas révisé. Voilà. D'accord. Voilà. Monsieur, Alors là, si Alan, il avait oublié. Oui. monsieur, si vous Je vous comptez faire entends des pas DST, bien. ce sera des DST de 2 heures ou de 1 heure? Ah bah, si on fait un DST, on fera un DST de 2 heures. Alors, comme vous le avez, il faudra appliquer les mesures barrières. Donc, les mesures barrières, vous avez compris, vous avez entendu, on ne peut pas vous prendre par plus de 15. Ça, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, 4 mai. Donc, si on ne vous prend pas plus de 15 et que vous êtes 35, ça veut dire qu'il y a 3 groupes. C'est justement ce qu'on va discuter lundi prochain, vous voyez. S'il y a 3 groupes… Après, on peut faire genre 16 ou 17, non? Non, on ne peut pas faire 16-17. Si les textes, c'est 15, ce sera 15. Okay. Donc, on va faire, puisque vous êtes 35, on va faire 12-12-11. Et 12-12-11, ça fait un DM que chacun passe, le tiers de la classe passe sur un DM. Oh non. Ça fait 6 heures. Sur un DST. Ah bah oui, ça prendra le temps qu'il faut, mais on aura le temps. Hein. C'est vrai. Ça, je le fais pas. Ça, c'est pas un problème. Simplement, il faudra appliquer les mesures barrières et il faudra qu'on vous fasse passer par la classe, elle risque d'être coupée en 3. Ok. Si on applique des groupes de 15. D'accord. Mais là, en fait, je vous parle comme ça, très franchement. En fait, j'en sais rien. Donc, c'est pour ça que la semaine prochaine, Madame Lenoble réunit toutes les équipes éducatives et on va discuter de ça. Comment on va gérer ce fameux mois de juin. Ça va être voilà. Et c'est pour ça que c'est encore un peu tôt pour moi pour vous dire est-ce qu'on va reprendre, est-ce qu'on va pas reprendre, dans quelles conditions. C'est très flou. Mais vous avez remarqué, vous suivez les informations. Tout le monde est dans le flou. Au début, c'était donc, il faut voir comment ça évolue. Il faut voir si après le déconfinement du 11, l'épidémie repart pas de manière très virulente. Donc, il y a plein de paramètres qu'il faut tenir compte. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des mesures barrières. Oui. Il y aura des mesures barrières. Et donc, oui, Sophie pense qu'on ne reprendra pas avant septembre. Moi, j'aurais tendance à vous dire, moi aussi, je pense, Sophie. Vous voyez, je suis honnête avec vous. Je pense qu'on ne prendra pas avant septembre. Mais j'en sais rien. Ça, c'est Monsieur Laureau, en tant que pauvre citoyen, qui se dit qu'on risque de ne pas reprendre parce qu'on est quand même en zone rouge. Mais j'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire. Oui, ce serait ridicule de reprendre avant. Oui, pas forcément, Alan, parce que ça permet de voir quand même si vous avez travaillé pendant la période de confinement. Parce que moi, je vous ai envoyé des cours. Donc, normalement, vous êtes censé avoir potassé les cours. Donc, vous êtes censé avoir continué. Donc, votre progression pédagogique. Donc, je pense pas que ce soit forcément inintéressant de reprendre avant. Maintenant, il faut voir dans quelles conditions. Voilà. Ouais. Donc, après, je peux guère vous en dire plus parce qu'en fait, voilà, vous avez compris qu'on était dans le flou. Et je pense que même Madame Lenoble, notre chef d'établissement, est dans le flou. Donc, ils reçoivent des consignes au compte-gouttes et voilà. Et bon. vous pensez, de toute façon, sachez, déjà, moi, je peux vous dire, j'étais très content de vous avoir cette année en terminale, là. Je mettrai des appréciations très positives à toutes les personnes sérieuses, même les personnes qui ont eu des difficultés dans l'année, qui ont bien fait leur 3e trimestre, sérieuses, pour qu'un minimum de personnes puissent aille au rattrapage. Parce qu'il y aura quand même un rattrapage, hein, faut pas se dire, tout le monde va l'avoir tout de suite. Hein. Je pense, voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Oui. J'espère que ça vous a plu. Donc, a priori, le programme est le suivant.
demain soir, je vous envoie un mail pour vous donner le chapitre 14, que vous lirez bien attentivement. Je vous envoie également le corrigé du DM. Donc, je laisse à 2 personnes, je crois que c'est Laurent et Adrien, la possibilité de me rendre leur DM. Voilà. Et on se reverra donc a priori donc pour un cours de nouveau en classe virtuelle. Lundi prochain, de 13h45, on va essayer de faire à peu près 15h15, 15h30 comme aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi. Ah, on me pose une question, monsieur. Qui sont les élèves probables d'aller au rattrapage? Ah, Diogo. Ben, j'espère personne. J'espère personne, mais j'en sais rien parce qu'il n'y a pas que ma discipline qui va compter. Donc, ce que va analyser le jury, c'est déjà vos résultats obtenus pendant les premiers et deuxièmes trimestres et votre attitude au 3e. C'est-à-dire quelqu'un qui est moyen, hein, même qui aurait 10 sondes au 1er et 2e trimestre et qui fait rien au 3e, risque d'avoir une mauvaise surprise à la fin. Donc, c'est pour ça que je vous engage à être sérieux et à suivre vraiment les cours du 3e trimestre. Voilà. Maintenant, j'espère personne. Voilà. Bon, donc, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la semaine. On se revoit donc, enfin, on se revoit. On se parle, on va dire, lundi prochain. Donc, vous avez compris, 13h45. Je vous renverrai un mail. Et je vous envoie demain soir le mail pour vous donner le cours du chapitre 14 et le corrigé du DM. Voilà. Vous nous Je vous envoyez souhaite ça une quand, bonne monsieur? journée. À bientôt. Au revoir. Bonne Au journée. revoir. monsieur.